Bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, est décédé le 7 mai dernier. L'heure est au recueillement et à la réorganisation de l'institution. On en parle en début d'émission. Et ce soir, il sera question de santé, précisément de maladies auto-immunes. Pour en parler, nous serons en compagnie du professeur Konanguessan Michel. Il est maître de conférences agrégé en médecine interne et spécialiste des maladies rares au CHU de Treichville. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oui, c'est une nouvelle semaine qu'on entame, hein. Semaine que nous souhaitons positive, une semaine que nous souhaitons agréable et fructueuse. Bonsoir Élisée Bolugbe, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais bien, par la grâce de Dieu, et vous-même? Très très bien, merci. Alain, bonsoir. Bonsoir Brice. Comment ça va? Ça va? Très bien. Et vous? Je vais très très bien, merci. Bien, merci. Madame Bleu, comment allez-vous? Oui, très bien, Brice. Très bien. On l'a dit, hein, on a appris, et la triste nouvelle, c'est le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, je le disais, qui a tiré sa révérence le samedi 7 mai. Impression, sentiment, Élisée? Déjà, c'est des sentiments de tristesse, hein. On dirait encore une fois de plus une autre personnalité de notre pays décède. En l'espace de 2 ans, ça va nous faire quand même un peu beaucoup, que des personnalités d'un tel rang décèdent. C'est vrai qu'on dirait que la mort aussi fait partie de la vie, mais c'est quand même quelques épreuves douloureuses que la nation traverse. Donc on voudrait profiter en tout cas de cette occasion qu'on a pour déjà souhaiter nos condoléances, présenter nos condoléances à la famille biologique du défunt, mais également à l'ensemble aussi des parlementaires et même de la nation ivoirienne. C'est une situation difficile. Très triste, oui. Très triste. C'est vrai qu'on le savait malade depuis un bon bout de temps, mais on avait tous l'espoir qu'il reviendrait. Mais malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est devant ce fait implacable-là. C'est vraiment une tristesse et on n'a que des mots de compassion et de condoléances. J'imagine hein, le même sentiment pour tous les deux, Alain. Effectivement, comme l'a dit Élisée, notre pays perd un membre influent de ses institutions. On le savait malade depuis de nombreux mois. Donc l'institution, d'une certaine manière, donc l'Assemblée nationale avait ce poste vacant malgré l'intérim qui était assuré, et en espérant en tout cas qu'il puisse recouvrer la santé. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Et c'est une énorme perte. Exactement. Alain? Oui, je pense que c'est une disparition qui afflige l'ensemble de la classe politique et au-delà les Ivoiriens. C'était un acteur politique qui a traversé également le temps et marqué son passage dans l'univers politique par sa personnalité, par son cheminement et surtout sa fidélité, son engagement aux côtés du président Ouattara. Donc c'est une perte énorme et je pense qu'il faut ce soir saluer sa mémoire. Très bien. C'est vrai que l'heure est au recueillement, hein, je le disais, mais il faut que l'institution fonctionne et justement, on parle de réorganisation, donc après la disparition du président Amadou Soumaoro, il a eu, Élisée Bolugbe, une réunion donc l'Assemblée nationale donc à la Rotonde ce 9 mai. Oui, il y a eu effectivement une réunion à la Rotonde. À l'issue de cette réunion-là, il y a le secrétaire général Adra qui a fait un point de presse où il a expliqué un peu les résolutions de cette réunion-là. On retient à l'issue de cette réunion que la vice-présidente, Mme Kamara Aminata Épouse Tungara, a été désignée pour assurer la fonction de présidente par intérim de l'Assemblée nationale. Ceci conformément à la disposition. C'est ça, conformément à l'article 3, alinéa 2 du règlement de l'Assemblée nationale qui dispose qu'en cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, par démission ou par empêchement absolu, l'intérim est assuré par le plus âgé des vice-présidents ou à défaut le suivant.
Pour ce cas spécifique, je pense que c'est un peu le suivant, parce que le plus âgé, on se rappelle lors de l'élection, de la désignation du président ou de l'élection du président défunt, le doyen c'était le député Diawara. Le député Diawara qui avait été désigné, ou du moins qui était reconnu comme le doyen. Et là, beaucoup se posaient la question de savoir mais par quel concours de circonstances on arrive à Mme Tungara. Et donc, comme le stipule la loi ici, comme on le dit, en cas d'absence de ce doyen-là, ou du moins d'empêchement de ce doyen, voilà, celui qui suit, le doyen d'âge qui suit, prend l'intérim. Donc, c'est un peu dans ce cas-là que nous sommes, parce que le doyen Diawara, selon les informations que nous avons, ne serait pas présent sur le territoire, qui serait absent. Donc, sur cette base-là, de facto, il revient à Mme Camara, épouse Tungara, d'assumer les fonctions d'intérim. Mais il a aussi décidé que les élections, voilà, pour la désignation ou l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale ait lieu le 6 juin prochain. Le 7 juin. Le 7 juin, pardon, le 7 juin prochain. Merci Alain. Le 7 juin prochain. Et donc, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 24 mai. Voilà, alors, pour ceux qui éventuellement voudraient succéder à Feu Amadou Soumaoro. Alain Toussaint, est-ce qu'il y a un enjeu à cette élection? Écoutez, il y a forcément au sein du Parlement, je dirais même des enjeux. D'abord, l'unité au sein du RHDP. Lors de la précédente élection, il y avait eu des velléités de candidature. Et on sait que, à l'occasion de l'empêchement du président Soumaoro, M. Bictogo avait assuré l'intérim. Aujourd'hui, suite au décès de M. Soumaoro, c'est Mme Tunkara qui assure l'intérim. On verra bien comment le parti présidentiel va se présenter à ces élections. Est-ce que M. Bictogo, par exemple, sera confirmé dans la position qu'il avait avant le décès? Est-ce qu'il sera le candidat unique présenté par le RHDP ou alors est-ce qu'une fois encore, le dispositif présidentiel par rapport à l'Assemblée changera? On parle, il y a des rumeurs qui parlent de promouvoir une femme à la tête de l'institution, voire même de promouvoir une personnalité politique originaire d'un autre cercle géographique que le Nord. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais donc il y a des supputations, j'allais dire. Et puis l'opposition, on a parlé de la candidature, je pense, probable de M. Georges Amaonien, responsable de EDS, donc qui est, un appendice du PPACI, du président Gbagbo. Et on verra peut-être certainement aussi des candidatures d'indépendants. Bon, dans tous les cas, c'est un jeu démocratique et puis ce sont les députés qui voteront. On verra bien. Mais vous avez l'impression que, j'ai envie de dire, ça va se jouer toujours au RHDP? Bon, écoutez, puisque le parti présidentiel est majoritaire à l'Assemblée, logiquement, cela ne devrait pas poser de problème pour que le RHDP garde le perchoir. Maintenant, c'est la question qu'on peut se poser. Quelle personnalité au sein du RHDP, peut-être ça? Oui. Est-ce que le parti ira à cette élection, vu le contexte, avec un esprit d'unité, ou encore est-ce qu'il y aura quelques candidats qui voudront bien tenter d'y aller? Mais je pense que M. Bictogo est en tout cas en pole position pour être le prochain titulaire du poste. Edith Bourbleu, cette réorganisation, le schéma défini, tel que défini par M. Alain Toussaint, vous partagez cette façon de voir les choses? C'est clair que tout se redéfinit. On a vu Adama Bictogo être choisi pour assurer cet intérim. Peut-être qu'il sera celui qui sera désigné par le RHDP pour représenter le parti. Peut-être qu'il y aura d'autres propositions ou d'autres candidatures qui se feront au sein également de ce parti. Tout est possible. Je ne suis pas pour l'instant dans le secret des dieux, mais je pense que tout est possible. Mais il disait que ce serait tout de même un pas très bon signe que si éventuellement il y avait plusieurs propositions de candidature au niveau du RHDP. Non, je pense que, comme vous le dites si bien... Un très bon signal, je dirais. Non, mais je reste convaincu qu'au RHDP, on n'aura forcément pas, ou du moins même s'il y avait plusieurs candidatures, mais qui ne s'affirmeraient pas.
C'est-à-dire peut-être ça restera dans le cadre purement et simplement du parti. Et puis bon, le parti, l'arbitrage comme d'habitude, voilà, du premier responsable du parti, le président de la République, qui a, nous tous le savons, cette influence-là sur le parti, généralement dans le choix aussi des personnalités, très souvent en fonction des stratégies et autres, tout ça. C'est évident que la personnalité qui sera désignée pour moi sera cette personnalité-là autour de laquelle vraiment tout le parti va certainement faire bloc pour pouvoir lui permettre de pouvoir briguer, ou du moins de pouvoir assurer les responsabilités de président au cas où cette personne serait élue. Mais comme Alain l'a dit, je pense qu'au regard de la configuration actuellement de l'Assemblée nationale, il y a probablement de fortes chances que le président, le futur, la présidente ou la future présidente de l'Assemblée nationale vienne effectivement du RHDP dans la mesure où c'est le parti majoritaire actuellement. C'est vrai, on dirait peut-être que cela aussi sera fonction de la personne qui sera désignée, mais par habitude, en tout cas, tout ce qu'on nous a habitué depuis quelques temps quand même, généralement, quand cette personnalité est désignée, on sait la plupart du temps qu'elle est désignée avec l'accord du président du parti. Ça passe généralement comme une lettre à la poste. Donc, il y a de fortes chances qu'on se retrouve encore dans ce schéma-là. Alors, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, moi, c'était sur le parcours du défunt président de l'Assemblée. C'était un fidèle du président Ouattara, on ne l'a pas assez souligné. C'est l'un des membres fondateurs du RDR, qui aujourd'hui est l'une des forces principales du RHDP. Et il a toujours été aux côtés de toutes les batailles. Il a été, bien sûr, conseiller du président Ouattara. Il a été ministre du Commerce sous Laurent Gbagbo, du temps de la cohabitation entre 2002 et 2010. C'est quand même un personnage central qui s'est caractérisé par ses déclarations fracassantes, mais quand même une personnalité au demeurant sympathique. Et donc je pense que vraiment, il laisse un vide, non seulement dans sa famille biologique, au sein de son parti politique, mais au sein même de sa région, voilà, de la région, Séguéla, oui. Voilà, qui est encore affligée, touchée, fracassée, détruite encore par un nouveau deuil. Donc vraiment, ce soir, on pense vraiment à nos amis du Ourodougou, c'est ce qu'on dit. Voilà. C'est aussi ma région par alliance. Et je pense que c'est quelqu'un qui va en tout cas nous manquer. En tout cas, pour ce qui concerne, vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais dire qu'Alain nous faisait une révélation aussi assez importante quand même. Sa région par alliance. Oui, tout ça aussi, oui, mais non, je dis que tout ça démontre vraiment... Kani Séguéla. Voilà, tout ça démontre la beauté de la Côte d'Ivoire, ce métissage-là qui fait la force de la Côte d'Ivoire. C'est une très belle chose. Quand on fait le parallèle entre Gagnoa et puis Kani Séguéla, il y a de quoi vraiment applaudir ça. Il faut investiguer. Mais juste pour ajouter sur ce que tu viens de dire, en plus de son parcours et de l'homme engagé pour son parti, le RDR et ensuite le RHDP, et surtout, comme tu as dit, quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots et qui était, comme dans les témoignages qu'on a vus, qui était considéré comme authentique. Dans sa manière de procéder. Pour le chef de l'État, c'est encore un nouveau coup dur. C'est ça. Parce que c'est la perte d'un fidèle parmi d'un fidèle, comme il a dit, je perds un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué. Après le décès des deux précédents premiers ministres, c'est encore une nouvelle perte, et pour le pays, et surtout pour lui. Donc il est important c'est important à noter. Très bien. En tout cas, pour ce qui concerne l'organisation de l'OSTEC, le programme prévoit donc une cérémonie d'hommage à l'ex-président Amadou Soumaoro le 10 mai au sein du palais de l'Assemblée nationale. Elle sera suivie de la levée de corps de l'illustre disparu le mercredi 11 mai à l'esplanade de la Grande Mosquée de la Rivière-Golfe, ainsi que de l'inhumation le 13 mai à Séguéla, sur la terre de ses ancêtres. La cérémonie du 7e jour a lieu le dimanche 15 mai à l'esplanade de la Grande Mosquée de la Rivière-Golfe. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et surtout, encore une fois, au nom de toute la chaîne, Live TV, adresser nos sincères condoléances, Élisée l'a dit, à la famille biologique de l'illustre disparu, à l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale et de toute la Côte d'Ivoire. Voilà. On gardera en mémoire et pour toujours M. Amadou Soumaoro dans nos cœurs. On va clore ainsi notre petit débat du jour et passer tout de suite à notre lu, vu et entendu.
Notre lu, vu, entendu nous vient du média en ligne, l'Infodrome. Et ce média s'intéresse donc à la situation de mineurs. Burkina Faso, 8 mineurs sont bloqués sous terre depuis plus de 3 semaines. Edith Bourgleux. C'est terrible. C'est terrible et je trouve que c'est incompréhensible que... on est au-delà de 3 semaines, on est déjà à près d'un mois. Depuis le 16 avril, ils sont malheureusement coincés donc, à près de 580 mètres de profondeur dans la mine de Perkoa. Donc c'est une mine qui est située pardon, au sud-ouest, à près de 120 km à l'ouest de la capitale, donc Ouagadougou. Et ils sont coincés depuis un mois. Malheureusement, le sauvetage prend énormément de temps parce qu'il y a les pompages qui fonctionnent lentement. Donc, pour retirer l'eau, parce clairement, que ça a un problème de moyens. Un problème de moyens, c'est par la suite à cause des inondations, parce qu'on est dans la saison des pluies. Et malheureusement, à cause de ces inondations, des galeries souterraines, ils se sont retrouvés coincés. Donc, par manque de moyens, mais surtout la lenteur même de la logistique qui est sur place, et le fait qu'à mon avis, il n'y ait pas eu suffisamment de réaction rapide, en fait, et des autorités, et même de la société de minage qui opère, donc la société Trevali Mining Corporation. Et c'est terrible que les médias même, je veux dire, ne se soient pas emparés de ce cas. Ça fait près d'un mois. Et je pense qu'il a fallu certaines personnes pour vraiment relayer l'information dernièrement pour qu'on puisse véritablement en parler. Ça met en nu, Alain Toussaint, un tout petit peu les conditions difficiles dans lesquelles ces mineurs-là opèrent. Oui, c'est commun d'ailleurs à ce secteur, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina ou en Afrique du Sud, où je connais un peu, et où les accidents dans les mines sont courants. Et Edith l'a dit, c'est quasiment le désintérêt des spécialistes dans ce cas enfin dans ce type de situation. Parce que depuis le 16 avril, quand même, on a eu le temps. Mais il faut dire que les secours, parfois, sont difficiles parce qu'il ne faut pas non plus engager des actions qui peuvent altérer la solidité, par exemple, des tunnels qui sont utilisés et autres. Donc maintenant, s'il n'y a pas les moyens techniques, cela aggrave encore d'autant plus la situation de ces mineurs-là. Et je crois que hier, l'Union européenne et le Maroc, donc hier, ont proposé leur aide pour pouvoir accélérer le sauvetage de ces 8 mineurs. La question qu'aurait pu se poser certains téléspectateurs, c'est pendant tout ce temps, comment ces mineurs ont réussi à rester en vie? Moi, je fonde peu d'espoir, parce que pour l'instant, on n'a aucune nouvelle d'eux. Mais je crois que déjà le ministre burkinabé, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bigot, disait qu'il y a ce qu'on appelle une jauge d'aération, Élysée, une jauge d'aération, donc une chambre de refuge qui permet justement... Oui, mais sans manger, sans boire... Non, mais s'accroche à cet espoir. Oui, mais dans les propos du ministre, le ministre nuance ses propos. Non, il espère qu'ils ont dû se réfugier dans cette jauge d'aération. Il espère. La chambre de refuge. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément la certitude qu'ils y sont. C'est un espoir qu'il émet. Et nous tous, on veut s'accrocher vraiment à cet espoir-là. Mais déjà, comme on le dit, 3 semaines quand même au fond de la mine, même si c'est vrai qu'il y a une jauge d'aération, c'est vraiment pas évident. On voit que par le passé, on a vu ces genres de situations dans certains pays. Ça n'a pas été assez facile, mais on a vu les moyens qui ont été déployés. Moi, la chose que je note ici, qui pour moi me paraît un peu, je dirais, pas scandaleux, pas du tout, mais je dirais qui pour moi devrait amener peut-être la communauté ouest-africaine à être beaucoup plus solidaire. C'est un peu la question du sauvetage même. Quand on lit ici, on dit, le ministre lui-même l'explique, des techniciens procèdent à un pompage des eaux, mais le travail a été compliqué par des pannes régulières des équipements. Et deuxièmement, il dit que les opérations sont passées à une vitesse supérieure grâce à l'installation de 2 pompes supplémentaires plus performantes fournies par le Ghana. Peut-être que je pense que ces genres de situations doivent susciter au niveau même de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que de la communauté ouest-africaine,
est-ce que c'est un protocole peut-être qu'on doit établir vraiment de solidarité De face à ces gens de solidarité. catastrophes? Je veux dire, nos Parce que 3 semaines après- nos États auraient pu se prononcer là-dessus. Je Voilà, veux dire, parce que on est des pays voisins. Non, il y a- mais je Voilà. pense même qu'au-delà même de se prononcer, voir dans quelle mesure. Bon, là, Prononcer et après agir 3 et porter semaines, leur secours. on sollicite des pompes qui viennent du Ghana qui apparemment sont beaucoup plus efficaces que ce c'est qui était l'Union sur place. européenne et finalement le Maroc qui décide récemment, donc hier, de proposer leur aide pour compléter le sauvetage. Alors qu'on attend une troisième pompe pour pouvoir drainer l'eau et qui n'est pas encore arrivée, Il faut peut-être pour accélérer le sauvetage. C'est Bon, terrible. Il ne faut pas aussi ignorer le contexte politique au Burkina Faso. Je pense qu'il y a, bon, le Ghana a apporté non, mais très souvent, l'aide se fait en fonction de la couleur politique du pouvoir en place. Et est-ce que- Moi, je trouve que ça, c'est un peu difficile quand même. Non, mais c'est la réalité. Excusez-moi, mais l'actualité... Parce qu'il y a des personnes qui sont, Oui, qui sont en danger, leur vie Oui, est bien sûr. menacée. Alors, Bien est-ce que sûr. vous imaginez qu'une aide peut être demandée à un pays pour nous dire, ah, bon, écoutez, en fonction de... Mais cela arrive et cela est déjà arrivé. Maintenant, c'est vrai, on peut s'interroger sur la solidarité des États, mais les sociétés minières elles-mêmes font quoi? Et Voilà, vous parlez de la parce qu'à un solidarité moment des donné, États, mais il j'aimerais faut- envie de dire, quand vous voilà. décidez d'ouvrir une mine, Bien ça sûr. sous-entend que vous avez des Il y a un matériels. protocole de Protocole de sécurité, vous avez sécurité, ce qu'il faut. Voilà, parce que... Enfin, excusez-moi. Non, ça démontre aussi de la mais précarité dans laquelle travaillent c'est ce que j'allais ces dire. mineurs, Voilà. qui est finalement mise à nu dans ces conditions. C'est souvent conditions proches de l'esclavage. Voilà. Et à un moment donné, il faut aussi que les gouvernements, là, pour une fois, soient un peu plus exigeants. Il faut que ceux qui travaillent aient la sécurité quand ils travaillent. On ne peut pas abandonner 8 personnes dans une mine et puis dire, bon, on espère que le Maroc et l'Union européenne viendront, ou bien la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Ouais. Pourquoi? Les sociétés minières elles-mêmes doivent prendre leurs dispositions. Et on a vu Voilà. que- Elles n'ont pas abandonné, on va dire qu'elles sont... Il y a un Elles sont QG, il y a un impuissantes. QG de cellule, le QG de la cellule de crise, donc où les autorités burkinabé font des points réguliers aux familles des victimes. Aujourd'hui, Mais si on a eu des signes de vie. Parce pour que l'instant, c'est aucun ça. signe de vie. Bon, pour l'instant, le l'espoir, niveau 580, donc de 580 mètres, où se trouve la troisième chambre de refuge, où on espère que les 8 mineurs se trouvent, a été atteinte. Maintenant, le plus gros danger, c'est la pluie. Parce que les pluies continuent, on est en pleine saison des pluies. Et le risque, en fait, c'est que cette partie-là soit inondée et s'effondre, en fait. En tout cas, c'est un appel. Hein. Nous, on en profite pour encore une fois, lancer un appel donc, à la solidarité. Et surtout, peut-être qu'il y avait des personnes de bonne volonté qui avaient les moyens de pouvoir intervenir, qui n'avaient peut-être pas l'information. Il était important parce que justement, il n'y a pas eu beaucoup de... Et puis même la mobilisation sur les réseaux sociaux, parce qu'on a vu en février le cas du petit Ryan au Maroc. Pendant 5 jours, parce qu'il était coincé dans un puits, et pendant 5 jours, le monde entier s'est mobilisé pour sauver le petit Ryan. Il y avait même un hashtag et malheureusement, le 5 février, on a retrouvé son corps. Il n'a pas survécu sans vie. Donc, dommage qu'on n'ait pas eu pendant ces 1 mois la mobilisation des Africains sur les réseaux sociaux pour ces 8 mineurs qui, le rappelons, sont constitués de 6 Burkinabés et un Zambien et un Tanzanien. C'est ça. En tout cas, toutes nos pensées, toutes nos prières accompagnent ces mineurs-là en espérant que dans les prochaines heures, qu'on nous annonce par exemple que ces personnes ont pu être secourues, qu'elles sont sorties de des difficultés donc de ce positionnement. En tout cas, soutien à la famille aussi. Exactement, exactement. Ça va être très très dur en ce moment. On va marquer une courte pause et nous retrouver juste après pour la suite. Et retrouver notre invité, c'est le professeur Conan Nguessan-Michel. Il est maître de conférences agrégé en médecine interne. Il est spécialiste des maladies rares. Au CHU de Treichville, on en saura un peu plus. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du Live Talk. Accueillons à présent notre invité. Nous sommes en compagnie du professeur Conan Nguessan-Michel. Je rappelle maître de conférence agrégé en médecine interne et spécialiste des maladies rares au CHU de Treichville. Bonsoir professeur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être ce soir sur notre plateau. Alors, demain, 10 mai, on célèbre la journée mondiale de la maladie rare
auto-immune invalidante appelée le lupus. Avant d'arriver donc à ce cas spécifique, pour nos téléspectateurs et certainement pour nous-mêmes, qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune? Et après, on parlera des maladies rares. Qu'est-ce que c'est? Merci, monsieur, merci, madame, merci, chers téléspectateurs. Et avant tout propos, j'aimerais déjà dire un grand merci à la télévision Live TV parce que ce matin, sous cette grande pluie battante, on a vu votre télévision aller couvrir l'événement aujourd'hui, c'est-à-dire cette journée de consultation gratuite. On a vu toute la population, presque toute la population venir de l'intérieur pour cette journée et je vous tiens à vous dire un grand merci pour ce que vous faites pour la science. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, vous faites bien de nous rappeler et on le fait beaucoup. Avec le cœur. Merci, merci beaucoup. Et aussi, j'aimerais quand même dire un grand merci à nos maîtres. Si je suis sur ce plateau, c'est parce qu'il y a des personnes derrière moi qui ont voulu que je sois là. Ce sont le professeur Béda, qui paie à son âme, le professeur Toutou Toussaint, qui est mon maître, le professeur Ezani Niamke, le professeur Kadio Alphonse, tous ces maîtres, et mon aîné, le professeur Binan Yves, qui me suit, je pense. Et donc, j'aimerais dire vraiment un grand merci. Et si je suis là, c'est vraiment parce qu'ils l'ont voulu. Très bien. Voilà, merci. Je vous en prie. En tout cas, merci pour ce moment de reconnaissance. Alors, ma question, c'était une maladie auto-immune. Oui, une maladie auto-immune, d'accord. Disons simplement que l'auto-immunité, c'est quelque chose de physiologique, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire que notre organisme nous défend toutefois qu'il y a une bactérie, il y a un virus, il y a un parasite qui pénètre dans notre organisme, c'est normal, et que ces auto-anticorps qui sont nos défenseurs vraiment prennent le devant des choses pour bouter ces bestioles hors, n'est-ce pas, de notre état de santé. Mais quand maintenant notre organisme arrive, n'est-ce pas, à se retourner contre nous-mêmes, détruire nous-mêmes à l'insu donc des bactéries et des virus, on dit dans ce cas qu'il y a une maladie auto-immune. C'est-à-dire c'est l'agression de l'organisme contre ses propres, n'est-ce pas, organismes. Mais quels sont les facteurs qui expliqueraient que ces globules ou ces cellules, voilà, exactement, s'attaquent finalement à notre corps? C'est ce qu'on n'arrive pas à pouvoir se l'expliquer. Et c'est ce que nous voyons aussi dans pratiquement toutes les maladies auto-immunes. Quand on dit, mais quelles sont en effet les causes, les étiologies, on dit, ben, écoute, sans étiologie retrouvée. Mais n'empêche tout de même qu'il existe des facteurs favorisants. Il existe des facteurs déclenchants. Et pour que vous fassiez la maladie auto-immune, cela nécessite, disons, que dans votre, génétiquement parlant, peut-être votre arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, il y avait un gène pour cette pathologie-là. Et maintenant qu'aujourd'hui, vous rentrez en contact avec certains produits chimiques, paf, les facteurs se conjuguent pour en effet enclencher la maladie. Alors, de façon très simple, je reviens à vous, Élisée, rassurez-vous. De façon très simple, c'est comme si des soldats qui avaient été en faction, en position, pour nous défendre des agressions extérieures, se retournaient contre nous-mêmes. C'est simple, c'est ça, c'est cela. Et c'est ça qui, voilà, contre nous. Et on ne sait pour quelle cause. Et voyez-vous, alors il y a des facteurs génétiques. Quand on dit facteurs génétiques, c'est ce que je viens de dire, parce qu'il existe des familles, comme ce matin par exemple, la maman avait une maladie auto-immune et la fille de 21 ans aussi avait une maladie auto-immune. Donc on a cette prédisposition souvent familiale qui fait que ces personnes, à l'issue peut-être de l'introduction d'un allergène dans l'organisme, paf, alors ce processus se met en place pour détruire l'organisme. Professeur, il est évident que quand vous expliquez auto-immune, pour le commun des citoyens, on ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire. C'est quoi les caractéristiques d'une maladie auto-immune et qu'aujourd'hui, combien de maladies auto-immunes on peut recenser? Non, il y a une centaine de maladies auto-immunes. Donc quand on dit, mais écoutez, professeur Conan, il est le spécialiste des maladies auto-immunes, des maladies rares, bon, c'est un peu prétentieux, ça il faut le dire. C'est parce que on a l'habitude de traiter quelques pathologies auto-immunes que nous rencontrons couramment dans notre pratique médicale, qu'on essaie de faire vraiment cette promotion en disant que nous sommes les spécialistes des maladies rares. Sinon, effectivement, il y a une centaine, on ne peut pas, on peut pas les définir. Quelles sont les caractéristiques? Les caractéristiques, elles sont nombreuses. Mais pour chaque pathologie auto-immune,
il existe certains critères. C'est pour cela que vous allez voir, pour toutes ces pathologies auto-immunes, il existe des critères. Par exemple, pour le lupus, il y a les critères, n'est-ce pas, du lupus. Pour la sclérodermie, il existe des critères parce qu'on peut passer à côté. Et c'est ce qui fait que ces patients ont tendance, n'est-ce pas, à errer plus de 2 ans, 3 ans, sans qu'en effet, on ne puisse mettre la main sur la pathologie. Alors, si je prends tout court, simplement pour le lupus, alors une jeune dame, en général, c'est les jeunes femmes, pour ne pas dire les belles femmes. Le lupus, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on C'est ça l'explique. justement. Okay. Voilà. Le lupus, ça rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de la maladie auto-immune telle que nous l'avons définie. Mais pour le lupus, alors les auto-anticorps vont s'attaquer au tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, il existe au niveau des yeux, il existe au niveau du cerveau, il existe au niveau du cœur, il existe au niveau des poumons. Donc voyez-vous, quand ces auto-anticorps vont s'attaquer contre ces tissus, c'est dire qu'ils vont s'attaquer à tout l'organisme, à la tête, au cœur, n'est-ce pas, au rein. Et en général, quand l'attaque rénale intervient, c'est que vraiment, c'est comment se gravissime. manifeste? Alors, comment ça se manifeste? Ce sont des lésions cutanées. Par exemple, là, vous pouvez voir des raches malaires, des lésions sur la tête à type de macule, ou encore des douleurs ostéo-articulaires. La patiente, elle va se dire, mais, ah, docteur, mais je ne comprends pas, depuis 6 mois, j'ai des douleurs ostéo-articulaires, alors qu'il n'y a pas de drépanocytose dans la famille, parce que la drépanocytose, c'est la maladie génétiquement... Ostéo-articulaire, ça veut dire au niveau les os et les articulations. Voilà, et bon, et ça fait plus de 5 ou 6 mois que j'ai ça. Et là, je prends les anti-inflammatoires, mais ça ne se calme pas. Et en plus de cela, elle peut dire, ben, écoutez, j'ai des lésions cutanées qui apparaissent. Et quand c'est comme ça, alors on va plus loin parce que on s'est dit que c'est une maladie qui peut atteindre tous les autres organes. Mais est-ce que le poumon n'est pas atteint? Il va te dire, ben, écoute, je tousse un peu, ou je toussote un tout petit peu, ou encore, quand je marche, je suis essoufflé. Et on va faire l'échographie cardiaque. Ah tiens, on a une péricardite. La péricardite, c'est-à-dire qu'on a de l'eau dans le cœur. Wow. Alors, mais attends, mais comment se fait-il qu'à la fois, elle a une douleur ostéo-articulaire, à la fois, elle a une péricardite, elle a aussi, si les pieds qui s'enflent, donc je vais faire la protéinurie des 24 heures. Et puis, effectivement, ça montre que le rein laisse passer des substances, en principe, qui ne devaient pas passer. Voilà. Donc, tout vraiment cet aspect des choses doit amener le clinicien à dire, mais attends, c'est qu'il y a une atteinte un peu systémique, généralisée. Alors, est-ce que ce n'est pas en effet un lupus? Surtout, d'autant plus qu'elle est jeune fille, et ce d'autant plus, effectivement, que son âge, 25 à 27 ans, parce que c'est des pathologies qui surviennent à un âge. Voilà. Et en ce qui concerne la spondyloarthrite. La spondylarthrite, voilà, ankylosante. Ankylosante. Oui, la spondylarthrite. Ah, vous savez Oui. J'en parle parce que j'ai un proche qui est touché, mais il n'y a pas d'éruption. Non, il n'y a pas de. Non, la spondylarthrite. Mais là, c'est plutôt d'autres manifestations. Non, c'est ostéo-articulaire. C'est-à-dire, la spondylarthrite ankylosante s'imite à se méprendre à la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, c'est cette manifestation ostéo-articulaire déformante, mais ce qui est très caractéristique de la spondylarthrite, c'est le rachis. En effet, vertébrale. La colonne très bien. Excusez-moi, docteur, professeur et Alain. Non, mais c'est très important. Mais surtout, il faut qu'on nous explique ça en termes simples. Parce que là, il y a des termes très techniques. Non. La personne a mal au dos. Oui, il a mal au dos. Il a mal au dos. Il dit, je ne comprends pas, mais j'ai toujours mal. Ça l'handicape considérablement. Il ne peut plus vaquer à ses occupations. Et il lui dit, mais écoute, quand je me réveille le matin, j'ai des thanalgies. C'est-à-dire au niveau du talon, il a du mal quand il se réveille le matin, qu'il met ses pieds sur le sol, il sent des douleurs au niveau du talon. C'est ça. Et l'échelle même de la douleur, parfois, est très bien, au-dessus de celle du cancer. C'est ça, jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Jusqu'à 10, très bien. En fait, c'est mon fils qui a eu cela il y a quelques semaines. Voilà. Il a subi un traitement. Et là, c'est une maladie effectivement génétique, mais ce n'est pas une maladie auto-immune, parce que la spondylarthrite ankylosante, c'est l'antigène H. B27 et qui permet donc de pouvoir faire le diagnostic. Mais cela veut dire, si monsieur Brice, on trouve, n'est-ce pas, l'antigène HLA B27 chez lui, cela ne veut pas dire pour autant qu'il a une spondylarthrite. Ah oui, donc je vous rassure. Voilà. Pour revenir à vous, madame. Oui, pour revenir à la question de l'auto-immunité, on dit qu'elle est invalidante, donc ce sont des maladies invalidantes. Le plus souvent, oui. Mais est-ce qu'elles sont mortelles?
Oui. Le taux de létalité. Oui, le taux de létalité. Oui, ces maladies invalidantes, vous savez, toute maladie auto-immune, elle peut s'exprimer dans sa forme simple comme dans une forme gravissime. Avec Parfois, la elle peut cacher un cancer, non? Mais oui, mais il y en a qui cachent un cancer. C'est-à-dire, si vous avez un parent qui souffre d'une maladie auto-immune qu'on appelle la dermatomyosite ou la dermatopolymyosite, à 50 ans, 60 ans, il faut dire, mais attends, est-ce que ce n'est pas annonciateur d'un cancer? Un cancer, Ah tout oui, à oui. fait. La dermatose, c'est quoi? Finalement, la dermatomyosite, c'est aussi une maladie auto-immune et qui va se caractériser par des lésions qui apparaissent au niveau de la peau. On appelle ça les papules de Gautron ou encore cet érythème héliotrope au niveau de l'œil et on va doser les À quoi ça ressemble au C'est niveau ce de qu'on voit l'œil? sur les non, images, ça là. c'est le lupus, ça. Ça c'est c'est le lupus, lupus, c'est le rash malaire. Hein, Ok. c'est le masse Lupus du discoïde. loup. Et ça aussi, hein, c'est le lupus discoïde. Ce n'est pas la dermatomyosite. Hein, et vraiment, les gens peuvent se promener, peuvent errer. Et comme ça, sans que le diagnostic ne soit trouvé. Mais professeur, on nous annonce par exemple que le lupus, revenons au cas du lupus, Oui. que le lupus reste incurable. Quelle est donc la différence entre le lupus et le cancer? Le lupus, le cancer, si vous voulez, c'est une multiplication anarchique des cellules. On n'arrive plus à les maîtriser. C'est pour cela qu'on fait souvent la chimiothérapie ou encore on va faire la chirurgie lorsque c'est vraiment localisé. Mais dans le cadre de lupus, c'est vrai, on soigne. Le patient peut rentrer en rémission. Je soigne le patient et au bout de 2 mois, 3 mois, voire 1 an, 2 ans, il est comme c'est comme il était avant. Et se voyait, mais on ne sait jamais, il peut avoir des poussées. Il va commencer à se promener sous le soleil sans se protéger. Même les rayons ultraviolets déclenchent en effet la poussée chez le patient lupique. Donc il existe tout un ensemble d'hygiène de vie à suivre. Même si c'est une femme, la pilule ne doit pas être une pilule à base d'œstrogène parce que l'œstrogène favorise vraiment la poussée. Donc si elle doit être mise sous pilule, c'est conseiller les pilules progestatives et non Est-ce que les patients que vous suivez continuent quand même malgré tout, malgré ce caractère invalidant à travailler, Oui, pour oui, ceux qui travaillent? oui, quand on les met sous traitement, effectivement, et qu'elles respectent bien tout et tout, écoutez, elles deviennent normalement comme tout individu. Et seulement, comme vous avez dit, est-ce qu'on guérit? Je vais dire, on arrive à tarir, n'est-ce pas, à stabiliser. Pendant un nombre, la personne peut mourir sans qu'il ne fasse encore une poussée de maladie lupique. Alors donc, comprenez-vous que les pathologies auto-immunes telles que le lupus, les dermatomyosites, c'est comme un peu le diabète, c'est comme l'hypertension artérielle. Tant que vous prenez vos médicaments, tout est stable. Mais si vous ne prenez pas les médicaments, alors écoutez, vous pouvez faire des poussées gravissimes. Alors très rapidement, je voulais avoir une idée statistique. Ouais. Est-ce qu'on a idée du pourcentage de la population? Vous avez parlé des maladies orphelines, rares, etc. Auto-immunes, oui. Une population... Une estimation, mais hein, c'est ça en fait. C'est pour cela que nous avons décidé de faire cette journée mondiale du lupus pour que tous les professionnels de santé qui s'intéressent à cette pathologie, qu'on s'asseye et qu'on en parle et qu'on trouve en effet le moyen de pouvoir mettre en place un réseau, le réseau ivoirien, si possible, des maladies auto-immunes et maladies rares. Ça nous permettra vraiment de réunir en effet toutes, n'est-ce pas, nos données statistiques et permettre en effet qu'on dise, mais en Côte d'Ivoire, la prévalence, n'est-ce pas, du lupus est de tel pourcentage. Moi, en médecine interne, de 2014 à 2018, j'ai fait une étude concernant ces maladies auto-immunes et j'ai retrouvé 45 cas. Et sur les 45 cas, c'est le lupus, n'est-ce pas, qui était en tête de file. Dans 26% des cas. Ensuite, Cette étude est en Côte d'Ivoire. cette étude, En zone effectivement, rurale ou mais seulement urbaine? c'est dans mon service de médecine interne. Dans le service de médecine interne, elle se voit dessus de très civil. Mais ces malades provenaient de la zone rurale ou zone urbaine? Mais justement, Urbaine. et même ce qu'on déplorons, c'est quand ils promènent de la zone, des zones rurales, parce que le parcours du patient lupique est vraiment compliqué. Vous savez, il y a un patient qui est actuellement dans le service, et lorsque je suis passé à Sémidi, excusez-moi, pour C'est pas non, grave, pas de c'est souci, le c'est concert. les concerts. voilà, lorsque je suis passé la dernière fois, et l'un de mes assistants a dit, mais écoutez, madame, son jeune frère, et voici le professeur qu'on a qui est en train de parler de cette maladie. Et tel que j'ai décrit, il s'est dit, mais c'est textuellement ce qu'elle a vécu. Et là, ils sont venus me voir pour qu'elle puisse rentrer chez elle, parce qu'elle a fait 3 mois
dans un centre hospitalier sans que le diagnostic ne soit attendant. trouvé. Et voilà, en médecine interne, effectivement, on est allé plus loin, on a découvert cette pathologie. Mais je vous dis, et que le vendredi, quand on me parlait, son petit frère, le petit frère d'Adam disait que ça faisait 3 700 000 de soins. Et quand ils sont arrivés, je vous dis, pour les petits examens que j'ai demandé pour quand même nous mettre un peu le nœud dans le creux, c'était les auto-anticorps qui étaient à 17 000, n'avaient plus de sous pour pouvoir payer. Il a fallu que nous, le service, on essaie de... Justement, on va parler de la prise en charge dans la deuxième partie de notre entretien. La prise en charge, du nombre de spécialistes et de tout ce qu'il faut faire. On va marquer une courte pause et vous retrouvez juste derrière, professeur. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, c'est le professeur Michel Nguessan-Kono. Il est spécialiste des maladies rares. Justement, professeur, quand on vous écoute ce soir sur le plateau, la vraie question, on l'a dit, mais la vraie question que les uns et les autres se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est à même de pouvoir prendre en charge les personnes malheureusement atteintes de ces pathologies-là. Vous avez parlé de votre service. Est-ce que vous êtes en nombre suffisant? D'ailleurs, moi, je me suis posé la question, si depuis 2014, vous êtes en train de mener des études, pour quelles raisons ce réseau-là n'existe pas encore? Vous rencontrez des difficultés? C'est un peu l'essentiel de cette deuxième partie de l'entretien en votre compagnie. Merci beaucoup, merci pour la question. Effectivement, nous prenons en charge cette pathologie en Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous sommes allés en France, on est allé faire un stage de perfectionnement et Dieu voulant, on était dans un service où on ne faisait que les maladies auto-immunes et maladies rares à Paris, à l'hôpital Saint-Louis. Et du coup, quand nous sommes arrivés, effectivement, c'était des pathologies, pas que ça n'existait pas, ces pathologies existaient. Elles étaient méconnues. Mais oui, mais méconnues justement. Et à l'époque, on trouvait même que ces pathologies n'existaient pas. On les niait, en fait. Voilà. Donc c'était, mais justement, c'est ça. Pour la petite anecdote, c'était une jeune dame en 2019 qui, après sa dot, et elle a commencé à se sentir très mal, fièvre, avec douleur ostéo-articulaire, elle a commencé à maigrir. Elle était devenue vraiment, elle a perdu plus de 20 kilos de son poids et du coup elle accusait sa tante. Et elle est venue dans le service, quand ils ont vu, elle dit « Ah, mais écoutez, professeur, venez voir cette dame. On dirait que ça doit être… Effectivement, comme mon équipe, ils sont déjà avertis. » Et là, effectivement, on a fait les auto-anticorps. C'était une connectivité mixte. Et on a fait le traitement déjà d'emblée, avant que les résultats n'aient pas en France pour revenir. Et elle a commencé progressivement à se remettre sur pied. Et vous voyez. Et donc, cette dame, je me souviens très bien, l'an dernier, elle est venue comme ça ouvrir la salle de conférence. Je ne l'ai même pas reconnue. Elle dit, mais professeur, vraiment, je cherche à avoir un enfant maintenant. Bon. Ben voilà. Elle a été sauvée. Elle a été sauvée. Et ça compte aussi. Voilà. Donc, c'est pour dire que nous traitons, il y a des compétences. Il y a combien de spécialistes en ce moment dans la… Combien de spécialistes? Non, les médecins internistes, nous ne sommes pas nombreux. Ça, il faut le dire. C'est pour cela que nous nous battions aujourd'hui pour que les gens sachent ce que c'est que la médecine interne. On a eu nos maîtres, le professeur Béda. Vous savez, à l'époque, on parlait de la clinique Béda au CH de Tréjuise. C'était le grand maître de la médecine interne, qui est connu, n'est-ce pas, dans le monde médical. Il a eu ses élèves, tout cela, vous voyez. Et bon, aujourd'hui, nous continuons le travail. Nous voulons effectivement que la population sache que désormais, quand il y a de telles manifestations et qu'on ne sait pas où ça tout part en cacahuète, venez nous voir. Mais et nous est-ce que les médecins généralistes dans les différents centres hospitaliers, les cliniques également, eux-mêmes sont formés et sensibilisés lorsqu'ils sont face à des cas pour lesquels ils ont des soupçons? Oui, bon, en fait, quand on est médecin généraliste, on nous enseigne à la fac. Notre faculté de sciences est une grande faculté. Tout ce que je suis en train de vous dire actuellement, ils ont des notions, voyez-vous, mais au fur et à mesure, chacun se spécialise, et puis bon, les connaissances deviennent vieilles, et pour pouvoir mettre cela en pratique, souvent ça devient difficile. Je veux dire que c'est en travaillant régulièrement, continuellement, qu'on arrive souvent à pouvoir tomber sur… Est-ce que c'est cher de prendre en charge Oui, non, c'est très cher. Tout à l'heure, j'ai dit, pour cette dame qui a fait 3 mois dans un service et qui revient là pour nous voir,
déjà son frère me dit qu'ils ont dépensé 3 millions. Peut-être parce qu'il n'était pas dans le bon service déjà. C'est ça, il y a cela. Et il quitte peut-être Zouaouen pour être à Abidjan. Déjà, il est passé chez un médecin généraliste. Ensuite, bon, celui-ci, il a mal orienté, il va se retrouver dans un autre service. Et finalement, l'état s'altère. Il va aussi peut-être faire un tour chez le praticien. Et tout ceci, quand il revient vers est-ce vous... qu'il est prévu, on sait par exemple en Côte d'Ivoire, au regard du constat établi de ce qu'il y avait un taux élevé quand même de personnes souffrant de cancer, ça a suscité au niveau des pouvoirs publics la mise en place par exemple des centres de radiothérapie comme celui d'Alassane Ouattara à Cocody et celui qui va être construit à Bassam. Est-ce que dans votre cas, il y a un projet dans ce sens? Ah, on vient Alain tout à l'heure. Oui, bon, là, je ne pense pas véritablement. Mais nous avons des spécialistes quand même pour ces pathologies. Nos amis, les rhumatologues, voilà, M. Toussaint qui a parlé tout à l'heure de la spondylarthrite ankylosante, ça, nos amis, les rhumatologues, ils vont avoir beaucoup accès à ces pathologies, que la polyarthrite rhumatoïde. Bon, nous sommes un service de médecine interne, on reçoit tout le monde, que ce soit les cirrhoses, les AVC, que ce soit les infections. Et en plus de cela, nous avons cette particularité aussi de nous intéresser aux maladies, en effet, auto-immunes. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que nous allons faire demain. C'est-à-dire, à la suite de toutes ces conférences, des débats, on va s'asseoir, faire une table ronde pour dire, mais écoutez, nos parents, nos amis, nos frères qui souffrent de ces pathologies, vraiment souffrent beaucoup. Le parcours de ces pathologies est excessivement cher. Qu'est-ce que nous faisons? Je ne vous dis pas pour simplement les auto-anticorps pour un patient fait pratiquement 17 000. Si on associe les DNA natifs, on associe les anticorps antinucléaires solubles, on est à 135 000 francs. Et les patients, vraiment il y a quelque chose qui m'est venu tout à l'heure à l'esprit. Ce midi, il y a un patient qui s'appelle bientôt plus de 8 mois. Sa femme qui souffre en effet d'une dermatomyosite, c'est aujourd'hui qu'il m'a envoyé les résultats. Parce que vraiment, le petit, il est à bout de souffle. Il n'a pas pu avoir les moyens de faire des examens de sa femme. Et je ne vous dis pas, peut-être que nous avons dit les dermatomyosites, elle est jeune femme, mais il y avait un cancer du sein aussi associé. Ah oui, une dermatomyosite. Et c'est aujourd'hui, au moment où il m'a appelé, peut-être qu'il est en train de suivre, mais voyez-vous, j'ai dit 8 mois, peut-être que c'est peu. Hein. Je pense que ça doit être au moins 1 an. Et il m'a envoyé par WhatsApp, voici les résultats. Effectivement, c'est une dermatomyosite. Est-ce qu'on pouvait sauver cette dame, professeur? Bon, il y a la notion du cancer qui est à côté. Bon, si déjà on prend en charge si vite cette pathologie cancéreuse, il y a des chances. Et puis bon, si c'est pour la dermatomyosite, polymyosite, facilement les corticoïdes règlent, n'est-ce pas, le problème. En tout cas, c'est une bonne... Alors, tout à l'heure, pendant que vous parliez, on voyait défiler des images de personnes atteintes de lupus. Je veux savoir, est-ce que, le regard de la population sur ces malades-là, est-ce que ces personnes ne souffrent pas encore davantage du regard? Elles sont parfois ostracisées, rejetées, parce que... Et incomprises. Voilà, incomprises. Quand on regarde, il apparaît quand même que parfois on peut avoir de la crainte. La stigmatisation, c'est vrai. Stigmatisation lorsque vraiment on a de telles lésions qui apparaissent sous la peau. Et puis bon, voilà, ce matin, par exemple, il y a certaines femmes qui ont dit non, je ne veux pas que la radio, la télévision me filme. Oui, est-ce que vous voyez qu'on sache que j'ai une maladie lupique? Alors bon, vous savez, ce n'est pas une maladie honteuse, en tout cas, ce n'est pas du tout une maladie honteuse. Je pense que c'est le volet esthétique souvent qui fait que ces personnes refusent, n'est-ce pas, de se faire voir. Et aussi, ils se disent qu'une maladie lupique, on ne guérit pas de cela, on soigne, mais bon. Mais voilà, et il y a une femme aujourd'hui qui m'a dit, mais docteur, est-ce que je peux faire enfant? J'ai dit, oui, tu peux faire enfant parce qu'il y a une ici, ça fait 3. Elle a 3 gosses depuis qu'on la suit. Est-ce que le vitiligo entre dans cette catégorie aussi de maladies? Oui, justement, les vitiligo. Quand on voit le vitiligo chez un individu, mais c'est vrai, hein, il y a 2 types, n'est-ce pas, de vitiligo. Hein. Peut-être expliquer le vitiligo, c'est quoi c'est cette lésion, ce pan érythémateux clair. Si on peut nous remonter la photo sur l'une des Michael Jackson en souffrait. Oui, vitiligo, c'est ça, Michael Jackson. Et voyez-vous, mais il y a une maladie aussi qui est grande pourvoyeuse des vitiligo, c'est la sclérodermie systémique. Les gens qui ont l'aspect momifié, ils ont des vitiligo. Et souvent, ça nous oriente, nous, hein, pour dire, ah, mais tiens, ça fait partie, c'est une sclérodermie systémique. Ce d'autant plus que nous avons cette rétraction des blancs, et ainsi de suite. Sinon, les dermatologues, ils ont les vitiligo, hein, ce pan érythémateux qui pancade au niveau du dent. Ça c'est bon, vous voulez esthétique, c'est vrai. Mais quand tu vois cela,
et que la personne associe ce vitiligo à des douleurs ostéo-articulaires ou bien soit à un diabète, ça doit faire C'est un peu tic-tic-tic. compliqué, ouais. Est-ce que nous ne sommes pas dans le cadre, n'est-ce pas, Ouais, d'une néoplasie endocrine multiple, hein. Là, c'était comme ça, à la veille d'une fête de Noël. Il y a un de mes confrères qui m'a appelé, qui dit « Ah, mais il faut voir ce malade, on pensait que c'était un problème rénal parce qu'il était œdémaché de tout. » Mais le jeune homme est venu, il était chauve, ça c'est un, et puis il avait un vitiligo, et il me dit « Écoute, on m'a découvert aussi le diabète. » Attention, mais écoutez, je suis allé plus loin. Est-ce que s'il y a le diabète, il y a le vitiligo, est-ce qu'il n'y a pas d'autres maladies auto-immunes? Et j'ai demandé simplement les TSH qui sont revenus élevés. Donc, en plus de l'hypothyroïdie, il avait un diabète, il avait un vitiligo, donc ça faisait vraiment une polyendocrinopathie. Professeur, quand on finit de dire tout ça, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin de connaître ces pathologies, il y a un volet de sensibilisation. Et d'ailleurs, demain, donc dans le cadre de cette journée-là, vous vous rapprochez, vous ouvrez vos portes un tout petit peu au grand public, vous essayez de partager l'information pour que cette méconnaissance-là soit éradiquée, soit éloignée. Qu'est-ce qui est prévu pour la sensibilisation? Bon, déjà, ça a commencé aujourd'hui avec la consultation et je vous ai dit tout à l'heure un grand merci pour la couverture que vous avez faite. Demain, le 10, c'est la journée mondiale du lupus et nous avons décidé, le service de médecine interne du CHU de Treichville, en association avec le service de médecine interne du CHU d'Angré, de célébrer cette journée à travers des conférences débats. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est une pathologie qui peut atteindre plusieurs organes. Donc on verra les dermatologues qui voient aussi le lupus, ils viendront parler de l'aspect de la peau dans le lupus. On a vu aussi nos rhumatologues qui sont nos amis de tous les jours, ils viendront aussi parler de l'aspect ostéo-articulaire. Comment vous êtes là, vous allez vous retrouver avec vos amis les spécialistes, vous allez parler un peu de ça. Mais il y a aussi des malades aussi. Il y a des malades aujourd'hui qui ont dit, mais écoute, on reste pour demain. Très bien. Alors, je sais que vous n'avez pas beaucoup de moyens et peut-être que vous n'allez pas le dire, donc je vais le dire à votre place. Allez justement dans ces régions-là, dans les villages, pour essayer de leur expliquer qu'il existe ce genre de choses et que ce n'est pas forcément lié à des raisons qu'ils évoquent. C'est peut-être la prochaine étape. Oui, ça c'est vrai. Et je vous dis, c'est la première journée. C'est la première journée parce que depuis 2004, la journée mondiale est célébrée dans le monde. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nous faisons la première journée mondiale du lupus. Demain. Nous célébrons, voilà. Et donc, c'est pour dire que la deuxième journée, tel que vous le dites, on dit, mais attends, mais pourquoi pas ne pas aller à Boaké, puis bon, faire la sensibilisation aussi là-bas. Ou pourquoi pas ne pas aller à Msokro ou à Koroko. Donc, je pense que ça vient de commencer. Et grâce à vous, vous qui sont les hommes de médias et qui avez aussi cette capacité de couvrir ces événements et aussi à faire attendre nos voix au niveau des zones reculées de la Côte d'Ivoire, je pense qu'ensemble, on pourra faire vraiment ce grand boulot. Dans le chapitre des plaidoyers, je pense que moi, je me fais le plaidoyer pour vous. Merci. Peut-être de demander au pouvoir public d'entrevoir certainement la création d'un centre spécialisé dans le traitement des maladies rares, des auto-immunes. C'est important. Comme c'est le cas du cancer aujourd'hui, on voit ce que ça apporte à la population. Ce serait bien peut-être d'y penser aussi. Et effectivement, c'est la troisième cause des pathologies qui entraînent beaucoup de décès. Après, vous l'avez dit tout à l'heure, les pathologies cardiovasculaires, c'est-à-dire diabète, HTA et les cancers. Et c'est les pathologies auto-immunes. Ils sont vraiment rares, mais quand on les associe, mais écoutez, ils deviennent quand même importants. Professeur, comment on fait pour vous contacter des personnes qui regardent cette émission aujourd'hui et se disent, il y a peut-être un centre, il y a peut-être un service. Oui, il y a un service, c'est le service de médecine interne du CHU de Treichville et le service de médecine interne du CHU d'Angré. C'est les deux grands services. Et aussi, il y a le service de rhumatologie. Il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas dire non, mais écoutez, les rhumatologues, ils voient aussi les lupus. Ils voient aussi les polyarthrites rhumatoïdes. Ils voient les dermatomyosites. Et le service de dermato qui sont à côté de nous. Eux aussi, tout ce qui est lupus cutané, parce que je dis le lupus c'est systémique, mais le lupus cutané, ce sont eux qui les prennent en charge. Donc je ne peux pas aujourd'hui. Et nos amis les néphrologues, parce que le lupus, c'est ce qui caractérise le lupus, ce qui rend cette pathologie très complexe, c'est l'atteinte rénale.
Vous pouvez avoir le lupus, mais nous, en tant que praticiens, quand on dit, mais attends, il paraît-il que le rein laisse passer certaines substances, on commence à avoir peur. On se dit, mais est-ce qu'on ne va pas évoluer vers l'insuffisance rénale chronique? Et vous savez bien, quand on parle d'insuffisance rénale chronique, la dialyse et tout ça, moi j'ai eu une patiente si belle, jolie femme, et qui est décédée vraiment d'insuffisance rénale chronique suite à un lupus voilà, systémique. Donc, vraiment, on va obtenir la bonne note de la soirée, c'est qu'aujourd'hui, c'est une pathologie qui est prise en charge, qui est en train d'être connue et certainement vaincue à travers donc, tous les efforts que vous entreprenez. Ouais. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été ce soir sur notre plateau. Merci à vous. Merci Alain, merci Élisée, merci Madame Bleu, ainsi qu'à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. André Bois est juste après pour Immersion. Nous, on vous retrouve demain pour un autre numéro du Live Talk. On n'ira pas sans dire un joyeux anniversaire, un happy birthday à l'ordinatrice de la production éditoriale, Madame Charlène Danon, dont c'était l'anniversaire le week-end. Happy birthday, Chacha. Joyeux anniversaire. Voilà, on va dire comme ça. Joyeux anniversaire, Chacha. Bon, Dieu vous garde, Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et à demain.